madame. L'audience du tribunal correctionnel est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Dossier numéro 3. Vous comparaissez dans ce tribunal, monsieur, pour avoir à Nouméa, le 21 mars dernier, de manière réitérée, menacé de mort, Cindy, en l'espèce, en lui disant « Je vais te tirer une balle avec mon fusil, ainsi que sur les deux filles. » Alors, il faut quand même dire que c'est pas anodin, comme ça, d'être équipé d'une arme en centre-ville, surtout de l'utiliser, de sorte que des moyens exceptionnels ont dû être déployés par la police pour pouvoir vous interpeller. Il a été question de l'intervention du GIPN, qui est spécialisé dans l'interpellation des individus armés et qui font usage de leurs armes à feu. Finalement, vous avez été intercepté par la BAC et cette arme a été récupérée. Elle était dans votre véhicule. Quand elle a été récupérée, c'est chez moi. Et vous aviez avec 20 cartouches de calibre 243. Hein ? Évidemment, le plus rapidement possible, madame a été entendue. Elle a dit cela. Alors que je me trouvais dans le bus, j'ai reçu un appel de mon concubin Félix qui me demandait où est-ce que je me trouvais. Je lui ai répondu que je me trouvais dans le bus et que je faisais tout pour rentrer à la maison. Il m'a alors insulté au téléphone et m'a demandé de descendre du bus afin qu'il vienne me récupérer avec la voiture. Je lui ai alors répondu que je n'allais pas descendre du bus et il a commencé à se mettre en colère et me dire qu'il allait m'agresser. Comme il était énervé, j'ai préféré, pour calmer les choses, descendre chez ma mère à Caméré. Le téléphone continue à sonner, mais je préférais ne pas répondre. Au bout de la 5e sonnerie, j'ai quand même finalement décidé de répondre. Et là, il a commencé à parler de me tirer une balle avec son fusil ainsi que sur nos deux filles âgées de 10 et 12 ans. C'est dans ces circonstances que vous avez été entendu. Alors, plusieurs choses dans ce que vous avez dit. D'une part, vous reconnaissez qu'effectivement, vous aviez votre arme avec vous, entre les mains, devant votre concubine et devant les enfants. Non, devant ma concubine, il n'y a pas, c'est juste... Il y avait juste la concubine. Non, c'est juste dans la voiture. Juste dans la voiture. Avec les enfants. Alors, comment expliquez-vous quand même que votre fille ait dit qu'elle vous avait vu avec l'arme? Ça, c'était à la maison. C'était à la maison. Ouais. Bon, il n'en demeure pas moins que... non, c'est pas ça. Vos filles ont vu l'arme. Hein. Oui. Elles l'ont vue. Je l'ai sortie de la maison, on est parti. C'est-à-dire qu'au moment où vous étiez particulièrement énervé, non, elles vous ont vu sortir comme une furie de la voiture et que vous aviez l'arme. Vous avez même essayé de minimiser un peu les choses en disant « Oui, mais bon, j'avais retiré la culasse et j'avais retiré le chargeur. » Oui, enfin bon, vous étiez énervé, vous aviez l'arme à la main et vous étiez face à vos enfants. Non ? C'est quand je suis descendu avec l'arme pour aller récupérer ma concubine. Je l'ai posée dans la voiture. On est parti, mais je ne l'ai pas attrapée pour faire quelque chose. Bon, alors, peu importe. Finalement, après, vous dites non, je ne voulais pas lui tirer dessus, je voulais juste lui faire peur. Mais, monsieur, c'est justement ce que l'on vous reproche. Oui. Ce sont des menaces de mort. Parce que si vous aviez tiré, ça aurait été autre chose qu'on vous reprochait. Et ça aurait été beaucoup plus grave. Parce que quand j'avais menacé, c'était par téléphone, au cours de route, en rentrant à la maison. Oui, mais bon, je pense qu'elle avait dû bien comprendre au téléphone que vous étiez énervé, parce que vous ne contestez pas. Et quand vous dites que vous vouliez juste, entre guillemets, juste lui faire peur, elle avait très bien compris le message, hein, parce qu'elle avait peur. Elle avait tellement peur qu'elle a dû aller chez sa mère, elle a tellement peur qu'elle a fini par descendre du bus, et elle a eu tellement peur que finalement, elle ne voulait pas spécialement vous voir à ce moment-là. Hein ? Alors, le pourquoi, c'était lui faire peur, mais pourquoi lui faire peur ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous lui en vouliez à ce point-là ? Non, parce que quand je l'ai barré chercher à son travail, elle était partie déjà. Oui, d'accord, mais bon, il y a de quoi s'énerver parce que votre concubine préfère rentrer en bus plutôt que vous la chercher au travail. Hein. Il y a de quoi sortir la carabine, l'arme de chasse ? Ben non, hein, parce que c'est pas ça la vraie réponse. C'est de la jalousie ? Oui. La jalousie de quoi ? Non, quand elle était partie, je l'ai barré la chercher, mais elle n'était plus là.
Quand elle est partie, quoi? Ouais, quand elle avait pris le corps, quand je suis arrivé, mais elle n'était plus là de son Elle travail. n'était plus là. Ouais. Donc vous avez imaginé quelque chose? Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ben oui, vous souriez, monsieur, mais je veux dire, il faut que vous vous contrôliez aussi un petit peu. Hein. Ouais. C'est moins qu'on puisse dire. Hein. Alors, madame, levez-vous, je vous en prie. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cet état-là, ce jour-là? Vous n'avez pas d'idée? Il a toujours été comme ça? Il a toujours été énervé, jaloux Jaloux un peu, mais bon, sinon énervé comme ça. Non. Donc vous êtes toujours ensemble aujourd'hui? Ben, depuis l'affaire, là, non. Mais Non. je suis restée chez ma mère. Vous êtes resté chez votre mère, avec les enfants? Non, les enfants, ils sont avec... Les enfants sont chez le papa? voilà. D'accord. Ah, donc le contexte est un peu plus lourd que ce simple dossier, finalement. Ça fait plus longtemps que ça ne va pas, ça fait plus longtemps qu'il y a des problèmes. Hein. Est-ce qu'il y a déjà eu des violences conjugales autres que ces menaces? Hein? Oui. Oui. Alors, donc vous voyez vos enfants aujourd'hui? Oui, je les vois, mais sinon, elles vivent chez le papa et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la situation, monsieur, aujourd'hui? Oui, je regrette ce que j'ai fait. Vous regrettez ce que vous avez fait? Et je ne pensais pas en arriver là pour... C'est des paroles que j'ai envoyées par la colère, mais c'est des paroles en l'air. Ok. Alors, monsieur, votre situation personnelle, actuellement, vous travaillez? Oui. Oui? Vous avez des revenus? Oui. Oui, vous gagnez combien tous les mois à peu près? C'est 240. 240 000 francs par mois à peu près? Votre casier judiciaire fait mention d'une condamnation. Et il s'agissait d'une condamnation de violence conjugale. Elle date de 2007. C'était déjà avec madame? Non, c'est pas avec elle. C'était pas avec madame? C'était avec ma première lit. Avec votre première compagne? Ouais. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est des infractions de 2006. Vous avez des enfants les enfants de 10 et 12 ans, c'était des enfants que vous aviez eu d'un précédent lit? Non. Non, c'était avec- des enfants de lui, j'ai bien compris. D'accord, mais c'était des violences conjugales, mais des violences en fait sur votre maîtresse? Non? Vous avez le nom de la personne? Ben, je sais pas, vous avez été condamné pour violence conjugale en 2006. Donc les faits datent d'il y a 6 ans. Vous avez frappé votre concubine. Vous avez frappé une concubine, alors laquelle? Hein? Vous en avez frappé une il y a 6 ans. C'était déjà madame? oui, Vous vous rappelez, madame? C'était pas... c'est pas moi. C'était pas vous. Non. C'était pas vous. Bon, en tout cas, c'est pas la première fois, monsieur, qu'on vous prend à frapper votre compagne. Hein? Hein? Alors, comment expliquez-vous, monsieur, qu'on vous reprenne dans des histoires de jalousie et de violence conjugale? Ben, je sais pas c'est quoi qui m'arrive. Je ne refais plus tout seul. Comment vous imaginez la suite? Rester tranquille, rester avec les enfants, travailler pour les enfants. Et par rapport à votre compagne? Ben, avec elle, pour elle aussi, pour ma petite famille. Comme ça fait 4 ans que je suis dans cette boîte-là, je préfère continuer encore à travailler. J'ai mon contrat de travail qui est avec moi, pour bien vous préciser que je travaille. En tant que Chauffeur routier. chauffeur routier? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, madame, est-ce que vous vous constituez partie civile? C'est-à-dire, est-ce que vous demandez réparation du préjudice que vous avez subi? Non. Non? D'accord. Est-ce que vous auriez eu quelque chose d'autre à ajouter? Non. Non. Alors, vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Monsieur le procureur, quelles sont vos réquisitions? Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Madame n'avait pas grand-chose à se reprocher puisqu'elle a exécuté sa journée de travail de façon classique. Elle a décidé de prendre le bus. Très bien, c'est sa liberté. Ça aurait au maximum pu justifier une contrariété, mais en aucun cas un déchaînement de violence, comme il va s'en suivre au cours de la soirée. Je rappelle que monsieur est suffisamment énervé pour effectuer quelques dégradations à son domicile. C'est visé en procédure. Il va notamment casser le téléviseur de la maison. Il n'arrive pas à dominer sa colère, il n'arrive pas à dominer sa frustration. Il va ensuite prendre le fusil. Je crois que c'était un fusil qui était remisé dans une armoire, donc il y a quand même une démarche particulière.
En tout état de cause, je demande effectivement au tribunal d'entrer en voie de condamnation pour monsieur. S'agissant de la sanction, vous avez certes la précédente condamnation pour des faits de violence conjugale. Vous avez d'autre part une alternative aux poursuites qui avait été décidée en 2011 et cette fois-ci la victime, c'était la même que celle qui est présente aujourd'hui. Puis vous avez d'autres faits, cette fois-ci en date de 2006, qui ont abouti à une condamnation à 80 000 francs d'amende pour d'autres violences, cette fois-ci sans la circonstance aggravante de concubinage, mais qui démontrent tout de même qu'il y a une certaine impulsivité, il y a une certaine personnalité explosive, comme peuvent le qualifier certains psychiatres. Aujourd'hui, je propose au tribunal de prononcer une peine mixte pour sanctionner effectivement un comportement qui est inadmissible envers sa compagne ou son ex-compagne et envers les enfants, puisque les enfants dans ce dossier ont été instrumentalisés. Il demandait aux enfants d'aller dans la maison pour prévenir la mère que si elle ne sortait pas, il y aurait les violences. Donc ça démontre tout de même un certain état d'esprit de la part de monsieur. Je propose au tribunal de prononcer à son encontre une peine de 8 mois d'emprisonnement, assortie à hauteur de 4 mois, donc pour moitié, d'un sursis mis à l'épreuve, avec différentes obligations. Obligation de soins le concernant, compte tenu de cette personnalité particulière, personnalité explosive telle que je la qualifiais tout à l'heure. Obligation également, ou interdiction plus exactement, de détenir des armes. Interdiction de rencontrer la victime. Je pense que c'est une interdiction qui doit être mise dans le débat pour le tribunal, dans la mesure où ils ne vivent plus ensemble. Certes, ils ont des enfants communs, mais il y a des moyens de s'organiser pour ne pas se rencontrer. Et compte tenu des menaces et des violences qui ont existé par le passé, je pense que c'est une interdiction qui a du sens. Dernière obligation ou interdiction qui peut être également prononcée aujourd'hui, c'est celle qui concerne l'éviction des conjoints violents du domicile. L'article 132-45, dans son point 19, propose ou permet au tribunal de forcer un conjoint violent à quitter le domicile. Pour ma part, je souhaiterais effectivement que ce soit madame qui reste à ce domicile avec les enfants, qu'ils organisent ensuite un droit de visite et d'hébergement en saisissant un juge des affaires familiales, mais que monsieur aille se trouver effectivement un autre logement dans la mesure où ce n'est pas normal que ce soit madame victime de violences par le passé, victime de menaces aujourd'hui, qui ait à se réfugier chez ses parents. Je vous remercie, monsieur le procureur. Alors, monsieur, vous avez la parole en dernier. Avez-vous quelque chose à ajouter à tout ce qui a été dit? Voilà, je voulais demander pardon à ma concubine avec mes gosses. Et ce que je vous demande seulement, c'est de me laisser travailler pour mes enfants, pour payer mon loyer, pour payer le loyer, occuper des enfants, payer les besoins des enfants, payer mes traites. J'ai beaucoup de traites. Et c'est tout. Ok, le tribunal vous a entendu. La décision sera rendue après la suspension de l'audience. Affaire suivante. Affaire numéro 10. D'accord. Alors, vous comparaissez dans ce tribunal, madame, pour avoir à Nouméa, le 19 mars dernier, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 8 jours en l'espace de 2 jours sur la personne de Cynthia, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions et dans un établissement d'enseignement ou d'éducation, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celle-ci aux abords de cet établissement. Alors, madame, sur le fond, ce qui s'est passé, c'est que madame a déposé plainte contre vous, puisqu'elle expliquait que ce matin-là, à 8h10, elle faisait rentrer sa classe, une classe de première S, elle est prof d'histoire, et elle expliquait qu'alors qu'elle était en train d'entrer dans la salle, elle a vu un téléphone portable heurter le mur et atterrir à ses pieds. Elle vous a ensuite vu, vous, qui venez de se faufiler parmi les élèves pour entrer dans la classe. Elle a alors dit « Elle s'est ensuite dirigée vers moi pour me donner des coups au visage. J'ai reçu un coup sur la pommette droite avant de me protéger la figure avec mes bras. Elle a continué à me frapper en direction du visage, mais ces coups étaient parés par mes avant-bras. Elle m'a ensuite donné plusieurs coups de pied au niveau des cuisses et dans le même temps, elle m'a insulté et menacé en ces termes « Bâtarde, je vais te tuer et mon père viendra te tuer ». Alors, il y a un élève qui est alors intervenu et bien qu'il y ait la présence de l'élève qui s'était interposée entre les deux, vous continuiez à être excité et à lui porter des coups. Alors, vous avez été effectivement placé en garde à vue et vous avez été entendu. Et vous expliquez tout de suite qu'effectivement, vous avez des problèmes avec votre professeur. Vous dites qu'elle vous accuse à tort de plusieurs absences scolaires.
En gros, vous étiez excédé par le fait, c'est ce que vous avez dit aux policiers, vous étiez excédé par le fait qu'on vous demande de vous justifier de vos absences. Et vous avez dit qu'effectivement, ce jour-là, madame vous a encore demandé quelque chose sur ses absences. De suite, j'ai eu la colère qui est montée en moi. Je n'ai pas pu me maîtriser. J'en avais marre qu'elle m'accuse de trop d'absences injustifiées. J'avais mon mobilis à la main et j'ai lancé mon mobilis en direction du professeur au moment où on était en train de rentrer dans la classe. Sous la colère, je suis allé la rejoindre et je me suis mise à la frapper. Je sais que je l'ai frappée, mais je ne sais plus comment. J'avoue que je voyais tout noir et je ne contrôlais plus mes gestes. Je reconnais les faits. Alors, est-ce que vous reconnaissez toujours les faits aujourd'hui, hein, que vous avez frappé votre professeur? Et quelle en est la raison? C'est des motifs d'absence qui étaient non fondés. Et le fait qu'on me reprenait à chaque fois pour les justifier, on me convoquait à chaque fois pour les... Ben oui, mais avant de chercher à justifier des absences, hein, il faut se rappeler que l'obligation, c'est d'aller à l'école. Oui, mais j'étais uniquement absente pendant 2 semaines où j'avais la dengue. Les autres fois, j'étais pas absente, c'est pour ça que... Peut-être que vous avez eu la dengue et que vous avez été absente pour cela, mais peu importe ces histoires finalement de justificatifs, le fait est que vous avez sauté au cou d'un professeur pour le frapper. Oui. Ah. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça avec le recul? Je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Peut-être que je me suis mal pris. Et je lui demande pardon pour ça, mais voilà, si j'ai fait ça, c'est... Je sais pas. Ouais, je reconnais sinon ce que j'ai fait, que voilà. Alors, sinon, actuellement, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous faites? Vous suivez les cours toujours? J'ai été exclue du lycée définitivement. Vous faites quoi, du coup? Mais je suis à la maison. Pour l'instant, vous êtes à la maison. Bon, c'est vrai que c'est relativement récent, puisque c'est des faits qui se sont passés le 19 mars. Enfin, c'était quand même il y a 5 semaines. Hein. Donc, depuis, vous êtes à la maison. Oui. Et vous envisagez quoi? De me débrouiller pour essayer de continuer mes études. Vous voulez continuer vos études? Oui. Ok, donc votre casier judiciaire est néant. Hein, donc, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui? Simplement une question. Vous vous destinez au métier du tourisme. Oui. Donc, qui demande quand même le goût un petit peu du dialogue. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché à avoir un dialogue? J'ai cherché à l'avoir. Pourquoi vous avez réellement cherché à Oui. vous expliquer? Je suis allée à la vie scolaire, je leur ai demandé si je pouvais voir madame la prof. Et en fait, c'était un vendredi. Et sauf que ce vendredi-là, on avait une rencontre entre première année et deuxième année. Donc, on nous avait dit que ça pouvait pas, la prof peut-être qu'elle n'est pas là parce qu'on a cette journée de rencontre qui normalement se déroulait à Païta. Et donc, la deuxième fois que j'ai été convoquée, on m'a encore essayé de la mener vers elle, mais c'était au moment où, voilà, c'était la dernière convocation où j'ai été... Parce que j'ai uniquement cours avec elle les vendredis, c'est les seuls moments où je peux la voir. C'est-à-dire, vous pensiez que la direction de l'établissement cherchait à éviter une rencontre entre vous et l'enseignante pour vous expliquer sur éventuellement vos absences? Je ne sais pas s'ils évitaient ou pas, mais c'est la réponse qu'ils m'ont donnée. Monsieur le procureur, vous avez une question? Oui, j'ai 2 questions rapides, Monsieur le Président. Madame, vous avez reconnu les faits, il n'y a pas de difficulté particulière sur ce point, mais je voudrais savoir aujourd'hui à l'audience, aujourd'hui devant la partie civile, est-ce que vous les regrettez, ces faits? Oui. Oui? Oui. Vous avez conscience que là, vous avez très largement dépassé les limites? Oui. D'accord. Les faits se sont passés il y a 5 semaines. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous excuser par rapport à la partie civile? Lors du conseil de discipline. D'accord. J'ai juste demandé pardon comme ça en face du personnel de l'établissement et la prof elle était là aussi, du coup je lui ai demandé pardon à elle aussi. D'accord, très bien. Alors, monsieur le procureur, vous avez la parole pour... Ah, pardon, je vous prie de m'excuser. Nous avons une partie civile qui est présente. Alors, maître, vous avez la parole pour votre plaidoirie, maître Di Maio.
Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, effectivement, nous avons dans ce dossier très délicat une partie civile, Madame Cynthia, qui est donc professeure d'histoire au lycée La Pérouse et qui a été victime, comme vous l'avez rappelé, donc le 19 mars dernier, de faits quand même d'une gravité exceptionnelle au sein d'un établissement scolaire qui, jusque-là, n'avait jamais connu de tels faits. On n'est déjà pas tellement en Nouvelle-Calédonie habitué effectivement aux violences au sein d'un établissement scolaire, mais encore moins effectivement dans ce lycée, qui est un lycée relativement paisible. Alors, ce qui a apparemment causé la furie, la véritable furie de Françoise ce 19 mars, c'est, semble-t-il, effectivement un problème d'absence. Qu'on ait demandé à Françoise d'aller justifier de ses absences au niveau du CPE, etc., ben c'est comme ça que ça fonctionne dans les établissements scolaires. C'est la norme. Voilà. Mais là, de la façon dont ça s'est passé, on a l'impression que Françoise a nourri une espèce de ressentiment à l'égard de son professeur. D'ailleurs, dans son PV d'audition, c'est le premier, c'est intéressant de voir les premières déclarations, effectivement, des gens qui sont placés en garde à vue. Elle nous dit à un moment, au lieu d'apporter des critiques à mon sujet, par rapport à ses absences, elle dit qu'elle les a vécues de manière injuste, elle aurait pu venir me voir pour qu'on en parle. Mais enfin, elle considère que c'était au professeur d'aller chercher à la voir et de s'expliquer. On marche sur la tête, c'est un peu le monde à l'envers quand même. Moi, c'est ce que j'ai constaté tout de suite dans ce dossier. Et je partage tout à fait l'observation de votre assesseur qui disait, c'est vrai qu'elle va se consacrer à un métier relationnel, elle va recevoir des tas de gens qui ne seront pas forcément contents, parce que si jamais ils ont loupé leur vol, etc., ça va être... C'est très difficile, les métiers du tourisme, de ce point de vue-là. Il va falloir qu'elle apprenne à se maîtriser quand même. Et là, aucun dialogue. Autant on peut comprendre que dans le cadre d'une discussion, on ait un échange vif, que le ton monte, qu'on parte sur des... Et puis que là, l'orage émotionnel, on se fâche et on se jette sur la personne. Pourquoi pas ? Ça n'est pas excusable, mais disons qu'il y a une progression qui me paraîtrait, moi, plus compréhensible. Mais là, on a quand même une élève qui réfléchit depuis un petit moment et qui va l'attendre. C'est quand même important, elle est là depuis 7h du matin dans l'établissement, elle va l'attendre à l'intercours. Et alors là, mais ma cliente, elle n'a pas eu le temps je dirais, de dire ouf, que... Alors, elle a été agressée d'abord par un téléphone portable, après une volée de coups dans une espèce de scène que ma cliente qualifie de démence. C'est comme ça qu'elle l'a ressenti, avec une grande violence. Il a fallu quand même 2 individus pour la maîtriser. Des insultes, des menaces de mort d'ailleurs. La prévention est très sympathique pour mademoiselle. Peut-être pas la peine d'enfoncer le clou. Elle est à minima. On a pas retenu les menaces de mort, on n'a pas retenu l'utilisation du téléphone. Bon, c'est très bien comme ça. On n'est pas là pour que tout le monde, que la justice soit faite. Il n'y a pas de difficulté. Mais bon, on arrive quand même sur quelque chose qui est difficilement compréhensible et donc un déchaînement de violence que effectivement Madame n'a pas compris, qui l'a énormément choquée parce qu'elle ne s'y attendait pas. Ça fait 20 ans qu'elle fait ce métier, ça fait des années qu'elle est dans cet établissement qui est assez paisible. C'est vrai qu'elle ne s'attendait pas. En plus, elle a de bonnes relations avec ses élèves de BTS. Avec Françoise, il n'y avait aucun problème particulier. C'est vrai qu'elle a été particulièrement choquée des faits. Alors, il est important de lui rappeler ces basiques, que quand on commet une faute, quelles que soient les circonstances, on en est responsable et on est puni. Voilà, c'est tout. C'est des fondamentaux, des basiques. Il faut revenir à ça. Dans ce dossier, je crois que c'est l'essentiel. Alors, j'en viens à mes demandes, puisque je me constitue partie civile. Il n'y a aucune demande financière, parce que cette affaire n'est pas une affaire d'argent, mais une affaire de principe. Et nous nous contenterons de demander à ce que François soit condamné au franc symbolique, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, donc au titre de la réparation. Voilà mes observations dans ce dossier. Je vous remercie, maître. Madame, levez-vous, je vous en prie. Votre avocate a pris la parole pour vos intérêts. Auriez-vous souhaité dire quelque chose au tribunal où vous estimez que votre avocate a tout dit ? Je pense qu'elle ne peut pas parler en mon nom par rapport à ce que mon ressenti après les faits, parce que c'est assez personnel. Donc, effectivement, je subis encore un préjudice moral à plusieurs échelles. D'abord, je me sens
salie par cet acte, remise en question dans mon intégrité, dans ma dignité. J'ai 20 ans de carrière. Aujourd'hui, quand je traverse la cour, il y a 1500 élèves au Lapérouse, je baisse la tête et je vais vite. Parce que c'est comme ça, j'arrive plus. Et pourtant, j'ai reçu du soutien de la part des élèves et des collègues. Mais quelque part, quand on se sent sali, et du coup, ça me fait réaliser aussi tout l'impact qu'un acte de violence peut avoir sur une personne. J'en étais pas autant peut-être consciente avant que ça m'arrive. Ensuite, le préjudice moral, c'est aussi celui qui vient du fait que je me sens en insécurité. J'avais jamais eu ce sentiment nulle part en Nouvelle-Calédonie de vivre dans l'insécurité, encore moins dans le cadre de mon travail. Insécurité parce que quand j'ai demandé tout de suite, 2 jours après, qu'on s'inquiète de Françoise, et que j'ai demandé au vice-rectorat que justement qu'elle soit vue par un psychologue, je voulais qu'on connaisse l'état de sa dangerosité, à vrai dire, parce que les menaces de mort me font encore peur pour moi, pour ma famille. C'est quelque chose que j'arrive pas à évacuer de mon esprit. Voilà, parce que c'est la première fois sans doute que ça m'arrive et sans doute parce que moi je ne vis pas la violence autour de moi. Nous sommes dans une famille non violente et je ne suis pas habituée à ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai à apporter de plus. Je vous remercie, Madame. Je voulais simplement dire que je n'ai pas d'esprit de revanche vis-à-vis de Françoise et que je garde toujours beaucoup de passion pour mon métier, que je continue à exercer. Merci. Je vous remercie, Madame. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, Monsieur le procureur, quelles sont vos réquisitions? Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, les faits en eux-mêmes ne présentent pas une grande complexité. Madame s'est expliquée sur ces faits. Il y a eu des violences qui ont été commises au sein de la classe, au sein de l'établissement scolaire, avec peut-être pas des blessures physiques extrêmement importantes, puisque le certificat médical ne fait pas état de membres cassés, ne fait pas état de bleus particuliers sur le corps de cette enseignante, mais un préjudice moral qui est très important. Et je crois que mademoiselle doit comprendre que lorsque l'on commet des violences sur une victime, en l'espèce votre professeur, eh bien ça crée un trouble important, elle l'a rappelé, par rapport à cette situation. Elle était particulièrement insécurisée et ce trouble se prolonge au-delà des violences, puisque aujourd'hui, votre professeur ou votre ex-professeur se trouve dans une situation d'enseignement face à d'autres élèves, et ça a un retentissement particulier pour elle. Aujourd'hui, en tant que représentant du ministère public, je demande au tribunal d'entrer en voie de condamnation pour les faits de violence volontaire aggravés par 2 circonstances, en l'espèce sur une personne chargée de mission de service public et à l'intérieur d'un établissement scolaire. Je demande au tribunal de tenir compte également de la personnalité de la prévenue, qui est une personne qui n'a pas de précédent judiciaire inscrit sur son casier judiciaire, qui est accessible à différentes mesures alternatives et notamment à une sanction de travail d'intérêt général, ce qui me semble assez adapté au fait qu'il a commis et ce qui va lui permettre également de racheter son comportement à travers un travail non rémunéré au profit d'une collectivité, au profit d'une association, ce qui démontrera effectivement qu'elle est capable de faire quelque chose de positif et de racheter ce comportement, si elle accepte bien entendu. Je pense qu'on pourrait fixer à 80 heures de travail d'intérêt général à exécuter dans un délai de 18 mois avec le prononcé de l'exécution provisoire, dans la mesure où madame, pour l'instant, est désœuvrée. Elle nous a indiqué qu'elle ne faisait pas grand-chose chez elle. On a la possibilité de lui proposer d'exécuter ces heures relativement rapidement. Donc je pense que l'exécution provisoire a tout son sens dans le cadre de la sanction que vous pourrez prononcer à son encontre. Je vous remercie, monsieur le procureur. Alors, vous allez pouvoir vous asseoir et votre avocat va prendre la parole pour votre défense, madame. Oui, monsieur le Président, mesdames, monsieur du tribunal, j'ai quand même envie, avant d'aborder le fond de ce dossier qui ne nécessitera pas de ma part de très long développement, de vous mettre quand même en garde aux amalgames possibles qui peuvent être faits dans ce dossier. Alors, c'est une affaire qui a fait beaucoup parler, beaucoup écrire. Je ne crois pas qu'il y ait un seul Calédonien qui n'ait pas discuté de cette situation dans les dernières semaines suite à ces événements du 19 mars. On en a beaucoup parlé au niveau de la presse. Je crois qu'il y a pu y avoir cinq grands titres
dans les Nouvelles-Calédoniennes, il y a eu des sondages. Il y a eu des sondages. Êtes-vous pour ou contre l'exclusion de Françoise? Êtes-vous pour ou contre la réaction du proviseur? Êtes-vous pour ou contre les violences à l'école? On a eu toutes ces sortes d'informations, beaucoup de commentaires sur Internet, beaucoup de choses qui ont circulé. Alors effectivement, ici en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas trop l'habitude encore. Mais ce qui se passe à 20 000 km d'ici, en métropole, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les médias vont apporter le fait divers, gros titres, on accroche le lecteur, on accroche l'auditeur, on tweet, donc on a les informations, les gens commentent très régulièrement, on a l'information à la minute près, et puis après on passe à une information, et encore une autre information, principe du zapping. Et demain, en revanche, les seules personnes qui porteront les stigmates et les conséquences de ce qui s'est passé le 19 mars et ce qui se passe aujourd'hui dans l'enceinte de votre juridiction, c'est d'abord madame, la victime. C'est elle qui va sortir avec ce fardeau très lourd, et je trouve remarquable, et je le dis pour la partie civile, que cette dame puisse s'exprimer avec autant de sérénité, autant d'absence de haine et de revanche vis-à-vis de cette jeune fille. Et je crois que Françoise l'a bien entendu, mais en était déjà consciente au fond d'elle dès l'origine. Parce que Françoise, il faut vous dire une chose, c'est que le fardeau, il est lourd pour elle aussi. Il est lourd parce que, dans un premier temps, c'est pas du tout, mais pas du tout, le profil de jeune fille qui a posé des problèmes. Cette jeune fille a fait des études qui ont été relativement satisfaisantes, des bonnes notes, des encouragements, une volonté de réussir, une volonté de décrocher un job, un plaisir à aller à ses cours, et des notes qui ont fait qu'elle a pu progresser et qu'elle se retrouve à 21 ans à la fin de son cursus BTS. Le fardeau, il est lourd également parce qu'il y a cette exclusion définitive. Et j'ai envie de vous dire qu'effectivement, en métropole, quand on voit ce genre d'affaires, c'est une exclusion immédiate. Quand vous êtes exclu pour ce type de problème dans un lycée, vous allez dans le lycée ou dans la faculté d'à côté et vous vous inscrivez pour finir votre BTS. Ici, la difficulté, c'est pas l'exclusion, on la comprend, l'exclusion. Je dirais qu'elle est totalement compréhensible, mais on est dans un contexte particulier qu'il n'y a pas d'autres BTS en Nouvelle-Calédonie, permettant à Françoise de terminer son cursus. Alors moi, c'est la seule volonté que j'ai dans ce dossier. Je suis là pour vous convaincre au niveau pénal, mais vous avez senti l'importance de ce dossier, mais l'attitude de ma cliente aussi. Je suis là aussi peut-être pour convaincre un peu sa professeure, qui est une dame très très bien, de peut-être voir si on pouvait envisager un retour en classe, et c'est un travail qu'on va se faire, et sans doute hors de cette juridiction. Il y a eu une volonté de faire un pardon coutumier. Madame a souhaité que l'audience devant votre juridiction se passe, ce qui est tout à fait normal, pour que peut-être après le travail coutumier au niveau de ce pardon puisse éventuellement être envisagé. Reste la sanction que vous allez effectivement appliquer. Françoise est arrivée au bout. Il lui reste quelques mois pour décrocher son diplôme, pour décrocher un métier, pour avoir cette indépendance qui est magique pour une femme. Et je trouve qu'effectivement, si les sanctions doivent être là, il ne faut quand même pas que ça ait des conséquences sur toute sa vie et sur tout son parcours, alors qu'elle a fait, je dirais, le plus grand du chemin pour réussir ses études et pour parvenir à obtenir ce diplôme. Je vous remercie, maître. Madame, levez-vous, avancez à la barre. Votre avocate a pris la parole pour votre défense. Avez-vous quelque chose à ajouter à ce qu'elle a dit? Non. Non? Alors, le procureur de la République a proposé que soit prononcée une peine à votre encontre de travail d'intérêt général. La loi prévoit que nous devons vous demander votre consentement à cette peine si le tribunal allait sur cette voie. Est-ce que vous accepteriez d'effectuer un travail d'intérêt général? Oui. Oui? Vous avez bien compris, c'est un travail non rémunéré oui. Pour une mairie ou une association, en guise de réparation du préjudice. C'est bon? Oui. Ok, la décision sera rendue après la suspension de l'audience.
Dossier suivant. Affaire numéro 9. Avancez à la barre, monsieur. Et donc, vous êtes Brigitte. Donc, vous pouvez vous asseoir, madame. Alors, vous comparaissez dans ce tribunal, monsieur, pour avoir à Nouméa, les 10 juin 2012 et 20 décembre 2012, volontairement exercé des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, en l'espèce de 2 jours, sur la personne de Brigitte, avec ces circonstances que ces violences ont été portées par le conjoint ou concubin de la victime. Alors, comme vous l'avez compris, nous sommes saisis de violences conjugales qui portent sur 2 jours différents. Alors, effectivement, nous avons 2 procédures qui ont été réunies pour ce jour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 20 décembre, Brigitte a déposé une plainte contre vous, monsieur, son concubin, pour des violences. Elle avait un certificat médical. En l'occurrence, le médecin voyait des dermabrasions linéaires de 2 cm de longueur chacune, légèrement hémorragiques, frontale médiale, et des ecchymoses dorsales rougeâtres. Donc en fait, on voit qu'elle a manifestement elle a été coupée au niveau du front, un cocard, et puis surtout dans le dos des marques. Alors, il s'avère que lorsque les policiers prennent en compte cette plainte ce 20 décembre, eh bien évidemment, ils font le lien tout de suite avec une précédente plainte, puisque le couple avait déjà été convoqué 6 mois avant pour des problèmes de différends conjugaux. Et il avait été donné une suite, dirons-nous, de médiation familiale à cette plainte du mois de juin. Ce qui s'était passé au mois de juin, c'est que ce jour-là, vous étiez fortement alcoolisé et vous aviez jeté un banc artisanal en bois que madame avait reçu derrière la tête, occasionnant sur elle une plaie de 2 cm. Et après dégrisement, vous aviez été entendu et vous aviez reconnu avoir commis des violences sur votre concubine. Même si vous ne vous rappeliez plus vraiment les circonstances dans lesquelles c'était arrivé et pourquoi ça avait eu lieu. Bon. Autrement dit, le procureur de la République, à l'époque, avait cherché à recréer du lien entre vous pour essayer de discuter avec une personne neutre auprès du relais. Mais le problème, c'est que ça s'est pas bien passé. Alors, autant vous êtes venus tous les deux au départ, autant après, l'un et l'autre avaient présenté des excuses, des prétextes, pour ne pas venir au rendez-vous de la médiation. Alors, est-ce que vous reconnaissez toujours, monsieur, avoir frappé votre concubine au mois de juin et au mois de décembre? D'accord. Comment ça se passe, là, depuis 4 mois? Mieux qu'auparavant, quoi. Ça s'est arrangé un peu. Ça s'est arrangé un peu? Vous vivez toujours ensemble? Oui? Et il n'y a pas d'épisodes de violence qui se sont reproduits? Non. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé à la médiation? C'était par rapport aux heures de la médiation. Ça n'allait pas avec mon travail, quoi. D'accord, mais la médiation, elle sait s'adapter aussi, faire pour que... Puis vous ne travaillez pas tous les jours, 24 sur 24. Oui, mais je n'ai pas tous les moyens, comme tout le monde, c'est à venir à la médiation tous les jours. D'accord. Mais vous voyez, ça vous aurait évité le tribunal. Oui, voilà. Vous avez compris ça, que vous avez raté une occasion, que ça se passe bien? Alors, madame, levez-vous, je vous en prie. Alors, on voudrait quelques explications. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de médiation? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Vous ne savez pas trop? Alors, on voudrait entendre un petit peu le son de votre voix quand même, madame. Il faut faire un petit effort pour essayer de nous expliquer. Bon, alors je vais peut-être poser des questions plus simples. Est-ce que monsieur vous a refrappé depuis le mois de décembre? Non. Non? Vous vivez toujours ensemble? Oui. Et pour la suite, vous souhaitez continuer de vivre ensemble? Simplement, vous souhaitez continuer de vivre ensemble, mais qu'il n'y ait plus de violence? Non. Voilà. Donc, vous avez compris que la première fois, quand vous avez déposé plainte, le procureur de la République a essayé de faciliter un peu les choses, mettre du lien en ordonnant une médiation.
Et pourquoi elle a échoué, cette médiation, selon vous? C'est pas échoué, c'est qu'on n'est pas parti. C'est qu'elle n'est pas? On n'est pas parti pour le rendez-vous, on n'est pas parti. Ben, vous étiez déjà venu une fois quand même. Oui, vous êtes venu une fois, pas la deuxième. mais après vous n'êtes pas revenu. Hein, puis on voit que vous avez donné des prétextes. Hein, vous avez dit que vous étiez remonté sur Wailou, et puis c'est ce qui est noté dans le procès-verbal. Et puis que monsieur, il n'avait pas pu prendre de disposition par rapport à son travail. Ah, vous n'aviez pas trop envie d'y aller à la médiation? Non. Justement, c'est dans les deux sens. Ou alors c'est lui qui ne voulait pas et puis il vous a dit de dire que vous ne pouvez pas? Mais non. Non. Alors? C'est que, voilà, je voulais pas... Enfin, c'est pas que je voulais pas aller, mais je voulais aller, mais j'avais pas le moyen aussi. Voilà. D'accord. Comment ça se passe, là, depuis 4 mois? Vous avez dit qu'il n'y avait plus de violence, mais est-ce que vous avez l'impression que le climat s'améliore et que vous avez trouvé un terrain d'entente? Alors, je regarde madame. Ça va quand même? Oui, ça va. Bon. OK. Comment vous imaginez la suite, madame? C'est qu'il n'y a plus de violence. Qu'il n'y a plus de violence? Oui. Donc que vous restez avec lui, qu'il n'y ait plus de violence. On voit que ces violences, elles ont manifestement eu lieu dans un contexte de forte alcoolisation. Ouais. Est-ce que monsieur boit beaucoup? Est-ce qu'il boit trop? Est-ce qu'il boit régulièrement? Régulièrement. Régulièrement? Oui. Et quand il boit, il est dans quel état après? On fait la bagarre après. On fait la bagarre après. En fait, vous lui reprochez de trop boire à monsieur? C'est ça que vous lui reprochez? Des fois, puis... Et alors vous, pourquoi monsieur vous vous mettez à frapper votre femme alors? Parce que c'est facile de dire je me souviens pas, j'ai rien vu, je sais pas pourquoi. Si, il y a une raison quand même pour laquelle vous frappez votre femme. C'est sous l'effet de l'alcool. C'est sous l'effet de l'alcool? Parce que quand je suis à jeun, je ne frappe pas. Quand vous êtes à jeun, vous ne la frappez pas. Voilà. Donc si on s'engueule en étant à jeun, mais on s'engueule, mais on ne frappe pas. C'est ça? C'est quand tu es sourd, là. Alors c'est quoi que la conclusion que vous en tirez pour que les violences s'arrêtent? Diminuer, voire arrêter de boire, quoi. Ben oui. Puis c'est la cause. Ben vous voyez, vous connaissez la raison. Vous connaissez la solution à votre problème. Donc, comme le tribunal a constaté à 2 reprises que vous frappiez alors que vous étiez très alcoolisé, et peut-être que le tribunal sera incité à vous empêcher de boire. Ça serait une solution? C'est la solution. C'est la solution même. Ouais. OK. Alors, votre casier judiciaire fait mention de 5-6 condamnations. On voit défaut de permis de conduire, vol, refus d'obtempérer. Alors ça, c'est des vieilles choses qui datent de 1998 et 2002. En 2003, il y avait déjà des problèmes d'alcool, conduite en état alcoolique, 15 jours d'emprisonnement ferme. 2005, violence avec arme, dégradation à mois ferme. En 2006, de multiples vols. Et puis surtout, on voit l'apparition de stupéfiants. On voit consommation, détention stupéfiants, offre ou cession, 3 mois ferme. Et une nouvelle condamnation pour stupéfiants en 2009. Usage de stupéfiants, transport, détention. Vous consommez toujours des stupéfiants? À peine d'emprisonnement ferme, 2 mois. Vous consommez toujours des stupéfiants? Moins qu'avant. Moins qu'avant. Oui, donc ça veut dire quand même oui. Comment? Ça veut dire oui. Moins qu'avant, ça veut dire oui. Oui, oui. Bah oui. Mais moins qu'avant. Mais moins qu'avant. Voilà. Le tribunal a bien compris. Disons que ça n'aide pas à votre discernement, quoi. Ça n'aide pas à avoir l'esprit clair. Je comprends rien. Ça n'aide pas à avoir l'esprit clair. Mais oui. De fumer. Parce que c'est du cannabis. Oui, tout le monde en fume. Oui, enfin tout le monde en fume, peut-être autour de vous, hein, mais tout le monde n'en fume pas. Hein. Disons que vous avez quand même remarqué que ceux qui fumaient beaucoup, ils perdent un peu la tête, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. On ne compte plus le nombre de jeunes, d'ailleurs, du côté de Wailou et Canala, qui sont à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils ont perdu la tête. Hein. Parce que le cannabis, ici en Nouvelle-Calédonie, il est 4 à 5 fois plus fort qu'en métropole. Hein. THC. Il est extrêmement fort. Hein. Vous fumez régulièrement? Occasionnellement. Occasionnellement? C'est-à-dire tous les jours? Non. Non. Quand il y en a. Quand il y en a.
Ok. Bon. Des questions? Alors oui, madame, est-ce que vous vous constituez partie civile, c'est-à-dire est-ce que vous demandez réparation du préjudice que vous avez subi? Non. Non? D'accord. Alors, vous pouvez vous asseoir, madame. Monsieur le procureur, quelles sont vos réquisitions? Oui, je vous remercie, monsieur le président. Manifestement, la médiation familiale n'a pas marché puisque vous n'êtes pas allé au-delà du premier rendez-vous. Mais 6 mois plus tard, après les faits du 10 juin, on se retrouve avec un nouvel épisode de violence conjugale puisque le 20 décembre 2012, on vous reproche, là encore, d'avoir exercé des violences. J'avais noté que lors des seconds faits qui sont passés le 20 décembre 2012, vous aviez été importuné votre compagne alors qu'elle dormait. Vous vouliez, je crois, lui faire quelques griefs par rapport à l'argent que vous aviez ou quelque chose comme ça pour consommer de l'alcool ou pour aller de nouveau acheter de l'alcool. Vous l'avez réveillée alors qu'elle dormait avec votre petite fille de 4 ans, et c'est devant la petite fille de 4 ans que vous avez exercé un certain nombre de violences qui ont abouti effectivement au second dépôt de plainte avec une ITT de 1 jour qui a été fixée avec des photographies que vous avez rappelées, c'est le procès-verbal numéro 2 avec des plaies, notamment à la face, avec des coupures qui ont été relevées par les forces de gendarmerie. Aujourd'hui, je demande évidemment au tribunal d'entrer en voie de condamnation vous concernant, de prononcer une sanction pour les faits de violence, en précisant que votre casier judiciaire, avec les 6 mentions qui existent, vous empêche de bénéficier d'un sursis simple. Il va falloir trouver une autre sanction. Moi, j'ai noté qu'il y avait tout de même à domicile un contexte d'alcoolisation qui était important. Madame l'a rappelé dans son audition en disant qu'elle était violentée au rythme d'environ 1 fois par mois lorsque monsieur est alcoolisé, ce qui démontre effectivement qu'il y a un problème de gestion de l'alcool. Je pense que la sanction adaptée pour monsieur, c'est une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis mis à l'épreuve pendant une durée de 2 ans avec une injonction de soins. Vous avez raté la médiation avec le relais, mais il faut que le sursis mis à l'épreuve, si c'est ce qui est prononcé, fonctionne vous concernant parce que vous êtes plus très loin d'avoir des peines d'emprisonnement ferme relativement lourdes vous concernant. Je vous remercie, monsieur le procureur. Monsieur, vous avez la parole en dernier. Avez-vous quelque chose à ajouter à tout ce qui a été dit? Non. Alors, la décision sera rendue après la suspension de l'audience. Donc, l'audience est suspendue. Le tribunal, vous levez, s'il vous plaît, monsieur. Tribunal. L'audience reprend, vous pouvez vous asseoir. Nous allons donc reprendre avec les délibérés. Alors, Françoise. Avancez, madame. Le tribunal, sur le fond, vous déclare coupable, madame, des faits qui vous sont reprochés et vous condamne en répression à 80 heures de travail d'intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois avec exécution provisoire. Le tribunal reçoit madame en sa constitution de partie civile et vous condamne à lui verser 1 franc de dommages d'intérêt. Cela signifie, madame, que vous allez être convoquée par le juge de l'application des peines. On va vous donner une date. Sachez, madame, que si vous n'effectuez pas ce travail d'intérêt général ou si vous l'effectuez mal, vous pourriez être passible d'une nouvelle infraction qui est la non-exécution du travail d'intérêt général et ça donnerait lieu à d'éventuelles nouvelles poursuites. Voilà, vous pouvez y aller. Monsieur. Alors, par jugement contradictoire, monsieur, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne en répression à 6 mois d'emprisonnement avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation particulière de soins, évidemment pour l'alcool et le cannabis. Cela signifie, monsieur, que vous n'effectuerez pas ces 6 mois d'emprisonnement, vous ne les effectuerez que si vous ne respectez pas le soin, le suivi de soins. D'accord ? Alors, vous allez être convoqué prochainement par le juge de l'application des peines, qui va se charger donc, de vous suivre dans les 2 ans qui viennent avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et vous allez devoir justifier que vous suivez bien ces soins. Alors, avancez, monsieur. Vous signez ici. Voilà, cette signature, ça veut dire que vous vous engagez à respecter les obligations dans le juge de l'application des peines. Et donc, on va vous remettre une copie de la décision. Donc, vous attendez sur le banc. Monsieur Félix.
Le tribunal, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne en répression à 8 mois d'emprisonnement, dont 4 avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation particulière de suivre des soins et obligation particulière, ou plutôt interdiction, de détenir ou de porter une arme. Sur la partie ferme qui est prononcée, 4 mois, le tribunal ordonne l'aménagement ab initio en semi-liberté. Alors cela signifie, monsieur, que vous irez tous les soirs en prison pour dormir en prison et le matin, vous irez travailler et vous reviendrez le soir. D'accord ? Sachez également que vous allez être suivi par le juge de l'application des peines pendant une durée de 2 ans à l'issue de cette incarcération et qu'il faudra lui prouver, au cours de ces 2 années, que vous suivez des soins. D'accord ? Et bien sûr que vous n'avez pas d'arme. Bien évidemment, il ne faudra pas recommencer une nouvelle infraction. Voilà, vous pouvez y aller. Alors, vous allez attendre pour que l'on vous notifie la mise à l'épreuve. Hein. Restez devant. Hein. L'audience est terminée et élevée. Le dossier.